Mesdames et messieurs, en direct de Paris, voici Vendredi Ciné. Avec Romain Aublin. ATP, j'étais 12ème ATP, mais bon, c'est pas important. Lucas Baltard. Scarlett et l'éternité c'est le temps que dure le film, il faut le savoir. Hein. Donc, Avec son incroyable présentateur, Elliot Jaco. Je leur dirais juste que tu fais un AVC. Vendredi Ciné, c'est parti. On est lundi, vous écoutez Vendredi Ciné. Bonjour à tous, c'est la nouvelle phrase d'intro. Voilà, Ah ouais, c'est vrai. Bah je sais pas, je propose. Qu'est-ce qu'on on en est pense lundi, on est vendredi ciné, c'est hilarant, je trouve. Ça colle plutôt bien à la Moi, j'ai DA. toujours- On est lundi, j'ai- vous écoutez On fera un Vendredi sondage un Ciné. jour pour changer de nom parce que on n'enregistre pas le vendredi. Alors on enregistre en général le dimanche. Les films sortent le mercredi. On diffuse le lundi. Et qu'est-ce qui se passe le Il vendredi? y a absolument tous les jours de la semaine, on fait quelque chose sauf le vendredi. Si, le vendredi, on peut des fois aller voir des films. Ah, c'est pour ça que Vendredi Ciné du coup, parce que c'est le seul jour où on fait rien quoi. Donc, Ah oui, d'accord, ok. Ça se tient pas mal. J'ai pas présenté les chroniqueurs. Bonjour Lucas, bonjour Romain, comment ça va? Bah, ça va super. Maintenant, on présente Très bien. les chroniqueurs et tout. Bah pour les gens qui nous découvrent, voilà. Bonjour, chères personnes qui nous Qui vont découvrent. nous découvrir avec Scarlett par exemple. Ah, vous avez passé un bon moment. Aujourd'hui, on a beaucoup d'annonces à annoncer. La première, si vous nous suivez sur nos réseaux sociaux, @vendredi ciné, je rappelle, vous avez dû voir passer une vidéo YouTube. Et oui, parce qu'on a une chaîne YouTube, pour ceux qui ne savent pas, qui s'appelle Vendredi Ciné. Et j'ai sorti une vidéo où je parle de The Office. Je fais vraiment de l'analyse de mise en scène pour les gens que ça intéresse. Elle est également dispo en podcast. C'est mieux de l'avoir sur YouTube parce que j'ai vraiment voulu prendre à bras le corps le format vidéo, surtout quand je parle d'analyse de séquences. Donc regardez-la plutôt sur YouTube. La vidéo s'appelle Pourquoi The Office est plus qu'une comédie. C'est une courte vidéo de 8 minutes, dispo sur YouTube. Extrait ? Allez, extrait au montage. Extrait. Quand je dis que la caméra ne juge pas, en fait, c'est faux. Enfin, c'est pas totalement vrai. On va découvrir cet univers par le prisme de cette caméra, ce qui fait que cette caméra est la représentation du spectateur d'une certaine manière. Et là où la série devient hyper intéressante, c'est qu'elle va questionner la distance objective avec un sujet. Et aussi en podcast et sur YouTube, vous retrouverez une interview exceptionnelle de la réalisatrice Momoko Seto à l'occasion de la sortie de son film Planète. C'est Jade qui a mené l'interview et c'est hyper chouette de la part de la réalisatrice de nous avoir reçus. Et en plus, je trouve qu'elle permet bien d'accompagner la critique qu'on va faire du film juste après. On va défoncer, bien évidemment, le. Oui, bien évidemment. Et du coup, on vous invite à aller écouter l'interview. Extrait aussi. Non, c'est pas tant des films. Alors, j'ai des références de films, mais plutôt de fiction, donc qui n'est pas du tout des films d'aventure végétale. J'ai pas un modèle. Je crois que c'est un peu l'unique film au monde où on est vraiment héros d'une graine de pissenlit qui arpente comme Indiana Jones, comme ça. Donc ça, c'est très bien. Et c'est vrai que je le dis chaque semaine, mais notez-nous 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute. Notez-nous, abonnez-vous, commentez, partagez le podcast autour de vous. C'est ce qui fait que le podcast existe encore aujourd'hui. Et nous, on se donne également beaucoup de mal pour vous fournir du contenu de qualité. Et on vous demande pas d'argent, mais juste un petit partage, un petit geste de soutien. Après, si vous voulez vraiment nous donner de l'argent. Bah oui, on prend quand même. Voilà. Le RIP de Lucas est en description. Mais voilà, un petit geste de soutien parce que cette semaine, on s'est arraché, on peut le dire. C'était douloureux, ouais. Ah oui, oui. Allez, maintenant que c'est dit, on peut de nouveau se mettre sur la gueule. Lucas, faut que tu regardes plus de films, là. C'est hyper drôle, il avait dit ça une fois. Il Ah l'avait ouais. mal pris. Mais je vois plus de films que lui, donc. Aujourd'hui, on a un épisode chargé, donc on va commencer sans plus attendre par le premier film. On va parler de Planète. Planète réalisé par Momoko Seto avec au casting 4 petites graines de pissenlit. Alors par contre c'est fou parce qu'elle dit dans l'interview que les insectes C'est des vrais ont graines de été... pissenlit. Non. Qui ont été castés. Non, c'est en 3D. Par contre, les insectes dans le film ont été castés. Et du coup, je vous renvoie vers l'interview. Encore une fois, allez écouter l'interview qui est dispo en podcast et sur YouTube. Castés, c'est-à-dire Elle comment a fait des castings. En gros, elle a pris plusieurs limaces. Elle était non, elle, toi, t'es trop grosse. Toi, elle trop orange. Elle voulait une limace particulière. Voilà. Donc, hyper marrant. Planète, donc 4 graines de pissenlit rescapées d'explosions nucléaires qui détruisent la Terre, se trouvent projetées dans le cosmos. Après s'être échouées sur une planète inconnue, elles partent à la quête d'un sol propice à la survie de leur espèce. Est-ce que Romain, tu veux commencer sur ce film
Planète, Planète que t'as beaucoup aimé et qu'on a Ouais. vu dans des conditions d'ailleurs particulières. Déplorable. Déplorable. Dans l'urgence, dirons-nous. Dans l'urgence absolue, on va dire, pour la préparation de l'interview. Alors en fait, moi je connaissais pas du tout le film, je savais pas de quoi ça parlait, et c'était Jade qui nous en avait parlé qu'elle a vu dans un festival. Donc pourquoi pas, et donc on découvre ces ces 4 petites graines, pardon, qui sont animées en 3D et qui voguent à travers une planète, plusieurs sortes de biomes, Oui. Ouais. qui vont faire une sorte de grande épopée pour retrouver un peu l'endroit où rester. Donc c'est un peu une sorte Ouais, de elle cherche un sol dans lequel se planter, quoi, finalement. et donc ouais, c'est un film qui est très mignon. Et surtout, moi, j'ai été bluffé par l'utilisation de plein de techniques d'animation. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de time-lapse, on a justement ces 4 petites graines en 3D qui sont animées, qui vont avec en même temps des collages sur des animaux, qui voguent en fait à travers plein d'espaces. Et à chaque fois, les espaces sont représentés dans différentes manières. Donc, il y a plein de fleurs qui sont parfois animés juste avec un time-lapse et qui sont aussi, on dirait, un peu de la motion capture. Du stop motion? Voilà, stop motion, ouais, merci. bravo. Je disais motion design, n'importe quoi. je reviens absolument sur tout ce que j'ai dit. Ok, tu fais Non, c'est juste que tu fais un AVC. tu refais un petit Tenet. Donc plein de modes d'animation, dont le stop motion, le time-lapse et l'animation 3D. Et ça, on peut le dire, du coup, dans un environnement en prise de vue réelle, en fait. C'est les C'est 4 ça. graines de pissenlit qui, elles, sont en 3D, vont évoluer dans un environnement prise de vue réelle, donc avec des vrais pissenlits, des vrais insectes. On Et peut le c'est- dire, oui. Ouais, on peut le dire. On peut Bah, le c'est le dire. concept Et du qui film. sont aussi donc parfois positionnés sur des fonds verts qui derrière ont des environnements qui sont recréés totalement. Ils ont parce que- recréé la bombe nucléaire aussi. Ah ouais. Ça explose de partout ici. Non, c'était juste en Iran, du coup. Donc ça... J'ai fait la blague. Tu veux la faire aussi, là? Comme ça, on est deux à la fin. Non, c'est bon. Tu Désolé. te rejoins pas au... Je préfère que ce soit toi qui passe pour un con, en fait. Donc Planète. Donc après c'était aussi un long métrage. Donc comme elle explique, c'est plusieurs films qu'elle a réalisés auparavant qui sont recréés dans la même forme. Et là justement, elle veut faire avec ce long métrage un format beaucoup plus poussé avec toutes les techniques qu'elle a appris à faire. Et donc l'interview en parlera beaucoup mieux. Oui, c'est vrai que on va pas expliquer les thématiques abordées par le film parce que on a posé les questions à la réalisatrice, notamment sur toute la dimension écologique du film. C'est vrai que juste en termes d'émotion, peut-être en termes de ressenti, moi je sais que de mon côté, même si je l'ai vu sur mon ordi aussi, et après je l'ai revu au cinéma pour le podcast parce que c'est vraiment un film qu'il faut voir sur grand écran, dès les premières secondes, le film arrive à capter le regard. Vraiment, c'est rare les films qui, comme ça, te mettent dans une certaine ambiance, et arrivent vraiment à capturer ton regard, à pas que tu sois distrait, à juste que tu te poses plein de questions sur l'univers qui t'est présenté. Et c'est ce que fait ce film, sachant qu'au début, c'est vraiment l'espace avec une musique très douce, où on va vraiment prendre le temps de poser un sentiment, une ambiance, avant un rythme en fait, tout simplement, avant d'après partir dans l'aventure, dans l'épopée. Et puis du coup on expliquait qu'il y avait toute cette idée de filmer les insectes en prise de vue réelle, et moi en fait, en plus de capter le regard, moi juste je redécouvre un regard d'enfant, c'est que je me réémerveille face à des limaces, face à des pissenlits, et je trouve que c'est ça la grande force du film. Parce que du coup, la science, ça parle à tout le monde, et c'est un film qui est fait pour les enfants. Mais du coup, nous, en tant qu'adultes, on va juste retomber en enfance, replonger en enfance, et re-admirer des choses qu'on avait oubliées. Et ça, c'est un pari qui est hyper fort et que réussit le film. Et puis, ce qui est marrant, c'est que dans l'interview, la réalisatrice, on lui a posé des questions sur ses inspirations. Elle citait des photographes ou des thèses scientifiques. Elle disait qu'elle s'inspirait pas trop de films qu'elle avait vus. Alors qu'en fait, pour moi, dans ce film, tout est constamment cinéma. Et c'est ça aussi qui est hyper fort. C'est que elle va filmer le vivant, elle va filmer le réel. Et pourtant, ça va donner des situations qui sont du pur cinéma. Et je pense notamment
pareil, à un moment où du coup les pissenlits doivent traverser une plage et vont chevaucher des limaces pour ça, et t'as un blob qui va commencer à attaquer les limaces, mais moi je le ressentais comme le débarquement, le truc, enfin ça devenait un film de guerre quoi, d'une certaine manière, ou même l'attaque de la menthe religieuse où c'est Jurassic Park, et il y a plein de moments comme ça où je ressens des vraies inspirations de SF aussi par moment, genre le début quand ils arrivent en Islande, c'est Interstellar quoi. Et d'ailleurs elle dit qu'elle a eu le même droniste que celui qui a travaillé dans Interstellar. Stylé. Après je pense qu'il n'y en a pas beaucoup des dronistes en Islande, mais bon voilà, c'est le même. Ils sont 3. Ouais, c'est ça. Je veux dire en Islande, hein, je veux dire. Mais donc ouais, c'est un film hyper fort, qui a un pari technique hyper abouti, et donc ouais, moi je l'ai vu 3 fois au total là le film, et c'est, je pense, 3 fois ouais. Du coup je pense que c'est un de mes plus gros coups de cœur de l'année. Et toi Lucas? Stylé. Non mais moi écoutez, quand je suis allé au Festival de Cannes, je vous ai dit que j'étais allé au Festival de Cannes. Bon, je pourrais plus le dire après cette Faut en cette profiter, émission, là, c'est les derniers. faut que j'en profite, ouais. Et bah il y avait un running gag où moi j'avais vu le pitch de Planète et j'arrêtais pas de dire putain les gars, dès qu'on a un peu de temps faut qu'on aille voir Planète et tout, et j'avais pas pu aller le voir là-bas, du coup un peu déçu. Et j'avais trop peur de passer à côté, de me dire que c'était un tout petit film et qu'on n'allait pas pouvoir le voir en salle, etc. Au final, je suis trop content qu'il sorte et qu'il est... quand même, j'ai l'impression qu'il y a un peu de gens qui en parlent, ça a fait le tour. La réalisatrice était hyper contente parce que là c'était hors interview, mais elle nous a dit que son film a fait un meilleur démarrage que Jumpers au 9h des Halles, où en gros elle a fait 19 entrées, Ouais. Jumpers c'était 17 entrées, et du coup elle était là, j'ai fait plus d'entrées que Jumpers. Je pense qu'il y aura au moins le même nombre d'entrées sur toute la semaine. Hein. Mais non, du coup, et effectivement, malheureusement pour nous, j'ai vu le film un peu dans l'urgence. Ce qui m'a un peu coupé émotionnellement du film par moment. Mais par contre, ça m'empêche pas de me dire que c'est un film où j'arrêtais pas de me dire, ça, c'est déraisonnable le temps de travail que ça a dû demander. C'est ça qui est absolument fantastique dans ce film, c'est que tu vois à tout moment l'artisanat, et comme on citait, il y a énormément de méthodes différentes de tournage et etc. Mais tu le vois à l'écran, on se dit mais putain, ce film a dû coûter je sais pas, extrêmement cher. En fait comme tu disais, en fait, t'es tout le temps surpris, et ça c'est assez rare au cinéma de retrouver un truc où en fait, comme c'est un peu le but d'un film comme Avatar, tu vois, finalement, de te refaire découvrir un autre monde qui est en fait le tien. Tu vois, comme si la planète dans laquelle tu vivais, on se met à la place d'un extraterrestre finalement. Ouais. Et tu la redécouvres parce que nous on va voir des limaces, des mantes religieuses comme on disait, mais bon, finalement je veux dire, on montre pas d'aliens, si tu veux. À un moment, il y a peut-être des têtards qui vont flotter dans l'air. Bon, voilà, grand max, tu vois. Mais c'est tout, on va voir des papillons, etc., machin. Et donc, c'est apprendre à reposer un regard neuf sur notre planète à nous. Et effectivement, comme tu disais, le film est destiné aussi aux enfants, et de retrouver une forme d'empathie pour notre planète, quoi. Parce que le sujet derrière, il est aussi écologique. Donc non, c'est un super film. Je pense que en fait, malgré le fait qu'il soit muet, le film est assez court quand même, mais je trouve que le film est assez divertissant. Effectivement, il y a énormément de péripéties qui s'ajoutent, où tu te dis oh putain, c'est fou ce qui se passe, et on a l'impression que la nature dans ce film, elle est extrêmement cruelle, où tu te dis mais c'est pas c'est dramatique, si vous voulez. Le blob là, tu te dis mais pourquoi t'es méchant, pourquoi tu fais ça, et en même temps tu te dis c'est comme ça que tu survis et tout, mais la mort, même la mort de limaces dans ce film. Et vous savez, les limaces, c'est des trucs que tu croises dans la rue et que t'as envie d'écraser, tu vois. Parce que tu trouves ça dégueulasse. Non, mais c'est des trucs de même tu regardes pas, quoi. Même que tu regardes pas et tout. Et alors moi, je suis pas comme ça. Hein. Moi, le jour où j'écrase une limace par hasard, je me dis oh, putain, Lucas, tu vois. Et je sais que la plupart des gens, quand ils tuent un insecte ou quoi, ils s'en foutent. Et là, tu réapprends à te dire mais putain, c'est une vie, quoi. Parce que quand une limace meurt dans le film, t'es un peu sous le choc, t'es détruit, tu vois. Et ça te fait la même chose avec des graines de pissenlit dans le film, qui sont un peu humanisées, de sorte à ce que tu puisses t'attacher à eux et tout. Mais t'as ce truc extrêmement dramatique, et notamment au début du film, où je me dis mais le début du film,
c'est l'apocalypse et c'est tellement drama, tu vois le truc, tu te dis oh, t'as des pissenlits putain. qui essayent de s'enfuir et là Il y a une boule de feu qui arrive et tout et tu fais non. Et là on est à 3 minutes de film gros. Donc c'est donc non c'est top et c'est trop cool de voir des films qui nous émerveillent à nouveau quoi. Franchement ça fait du bien et en plus nous en tant qu'adultes si vous regardez le film, si vous y allez avec des enfants ou quoi, vous allez aussi trouver votre compte, je trouve, parce que intellectuellement c'est aussi très stimulant et en même temps ça reste c'est hyper divertissant et assez simple. Non, c'est vraiment un très très joli film et comme tu disais, ce sera un des films les plus originaux et de cette année. Et ce qui est marrant, c'est que sur la miniature, enfin là c'est pour parler à nos publics plus cinéphiles, hein, et ce qui est marrant, c'est que sur la miniature, vous verrez que sur son bureau, elle a posé un journal avec un truc Jean Painlevé. Jean Painlevé qui est un des premiers réalisateurs documentaires qui a filmé le monde animal et même le monde vivant. Et c'est vrai que t'as beaucoup, enfin ça se rapproche pas mal de vouloir filmer des êtres vivants, mais de très très proche. T'as des limaces, mais en très très gros plan. Et aussi cette idée de vouloir montrer la flore comme non pas genre quelque chose de fixe et immobile, une fleur qui est là comme ça, mais comme vraiment un monde qui est tout le temps en mouvement. Par exemple, on pense à des champignons là dans le film qui vont croître de manière exponentielle et qui vont prendre tout l'espace. Pareil pour les pissenlits qui ont une méthode de floraison qui est hyper rapide dans le film. Et en fait, faire ça, mettre en accéléré, c'est montrer à quel point cette faune en fait est vivante, à quel point ça bouge. Et nous, on se rend pas compte parce qu'on voit juste un pissenlit dehors, on se dit oui, le truc il est là depuis 20 ans, j'exagère. Mais montrer vraiment une approche du vivant comme on l'a rarement vu, et comme disait Lucas, à hauteur de pissenlit. Et du coup, c'est vraiment un pari technique dingue. Et du coup, on observe le vivant, je me répète, on observe le vivant comme on l'a jamais vu. Et moi, je l'ai jamais vu représenté comme ça. Et je trouve ça hyper chouette, surtout sur grand écran. Vous aviez parlé du son dans l'interview et tout un peu, mais pas énormément. Parce que je voulais juste l'ambiance sonore est dingue. Que l'ambiance sonore était effectivement dingue et que surtout t'avais t'as un moment, t'as un papillon qui est qu'on peut voir dans le film et en fait le truc fait un boucan monstre, tu vois, et t'as vraiment ce truc de comme tu disais à un moment, t'avais cité Jurassic Park, que c'est vraiment ça et qu'en fait c'est des insectes mais que ça fait un boucan monstre et que t'as l'impression que le truc il fait un bruit d'hélicoptère, mais tu vois. qu'une fois remis à leur petite échelle, c'est ça, tu te retrouves avec des bruits et même des sortes de cris que parfois on peut avoir dans les mêmes sur les personnages qui sont représentés par les graines de pissenlit, des petits cris de détresse, de douleur, de peur et tout qui peuvent être ressentis de notre point de vue comme ça. Et le passage de la montre religieuse, ça fait vraiment très film d'horreur avec plein de plans découpés. Et c'est ça qui fait que c'est surtout grâce au son, je pense, qui fait que t'as l'impression d'accéder à un monde complètement nouveau. Et de découvrir de nouvelles sensations, etc. Alors que c'est des sensations qui sont certainement déjà là, mais accessibles pour d'autres êtres vivants que nous, quoi. Mais c'est un film d'exploration en total. Enfin, dire que eux découvrent en même temps que nous et tu ne fais que redécouvrir en fait des choses que tu vois déjà, mais que tu prêtes pas attention. Il est temps de passer au deuxième film. Il s'agit de Il Maestro d'Andreas Di Stefano. Gioca semplice. Fede, io sono un ingegnere gestionale della SIP. Adesso tu hai bisogno di uno che tiene l'esperienza sul campo. En 1980, un ancien joueur de tennis devient l'entraîneur d'un jeune talent timide, écrasé par les attentes de son père. Réalisé par Andrea Di Stefano, comme je disais. Lucas, il me semble que tu avais dit que tu aimais bien le travail du réalisateur. Qu'est-ce qu'on en pense de ce nouveau film ? Écoute, on est déçus. Ah ouais ? On est extrêmement déçus, malheureusement. Bon, Romain a bien aimé le film, je crois. Hein. Ouais. Mais en fait, le dernier film que j'ai vu de lui, alors dire que je suis un expert de Di Stefano, ça serait peut-être tout much. Il a fait 4 films. Voilà, il a fait 4 films et puis moi j'avais vu Dernière nuit à Milan. Je crois que le film est sorti en 2023, il me semble. Ouais. Et je suis extrêmement chaud. et j'avais vraiment beaucoup aimé. C'est-à-dire que je pense que dans l'année c'était dans mon top 30, voilà, un peu large, et c'était vraiment chouette. Je trouvais qu'il y avait en termes de scénario, il y avait énormément d'idées, etc. Et là, il y a certaines choses que je retrouve dans ce film, mais globalement, je suis extrêmement déçu, notamment par le scénario qui, pour moi,
a pas vraiment de sens. En fait, on va suivre l'histoire d'un garçon qui est issu du projet Mbappé, voilà, malheureusement. Mais c'est vraiment ça. C'est le C'est-à-dire projet que Yannick Sinner, pour le coup. c'est vraiment, ouais, c'est vraiment un papa qui dit à son fils, ouais, tu seras champion, et qui va étudier toute forme de stratégie de tennis et d'entraînement pour faire en sorte que son fils ait toutes les chances de son côté et puisse être champion, et ainsi en fait tout le succès et l'avenir de la famille repose sur ce jeune homme. Et le film va explorer le fait de, oui, d'accord, ok, c'est trop cool ce que tu fais là, malheureusement la vie c'est une pute, tu vois. Et il y a des gosses qui n'auront pas le talent pour être champion. Évidemment, être champion, tu vois, il y a que quelques grands joueurs de tennis, et tout le monde n'a pas le talent pour l'être, et c'est pas le cas de ce garçon, évidemment. Et donc qu'est-ce qui se passe là à ce moment-là? Donc ça, c'est des questions qui sont, écoutez-moi bien, extrêmement intéressante, surtout aujourd'hui où le projet Mbappé ça existe vraiment, où il y a vraiment des gens qui sont déterminés à envoyer leur enfant en centre de formation à 10 ans, frère, même plus jeune en Quoi, fait. t'as 12 ans, t'es déjà pas au centre de formation de Rennes? Non, ah, c'est n'importe ouais. Ah, ça va pas, et c'est vraiment un peu ce qu'on vit aujourd'hui, donc c'est vraiment ça peut être intéressant. Malheureusement, le film, j'ai l'impression qu'il passe un peu à côté de son sujet, parce que rapidement, en fait, l'entraînement du garçon, ça va plus être un sujet. En fait, on nous dit que le garçon est nul, et en même temps, l'entraîneur est nul. Du coup, nous, en tant que spectateurs, on n'est jamais satisfait, parce qu'on se dit, mais je comprends pas, le gosse, s'il est vraiment nul, au moins, j'aimerais bien voir ce que ça donne avec un vrai entraînement, etc. Là, tout le truc, c'est que le jeune, en gros, il utilise un jeu extrêmement... Il colle le fond de ligne, comme on dit. C'est vraiment un jeu de merde. Enfin, vraiment, moi, j'étais énervé depuis le début du film. De quoi, il joue en fond de course, c'est ça? Ouais, en fait, il joue qu'en fond de course. Tout à fait. Sur des grandes renvoyées lob en fond de cours aussi. C'est ça. Ah ouais. Et en gros, okay. Il gagne tous ses matchs en régional, et quand il passe en national, il se fait éclater sa mère, tu vois. Et son nouvel entraîneur, il lui dit, mais c'est normal, parce que, le niveau est au-dessus, et donc, là, quand on voit des balles comme ça, le gars finit le point, tu vois, normal. Et mais on ne verra jamais ce que ce gamin est capable de faire, et on nous dit tout de suite, il est nul, il pourra pas aller jusqu'au bout, etc. Et je me dis, mais là, du coup, c'est quoi le message de ton film? Et je suis un peu perdu, tu vois, parce qu'on nous dit aussi dans le film, oui, mais non, mais les défaites, ça fait partie du jeu, etc. Mais on ne verra jamais à quel point il peut être fort, vu que l'entraîneur est nul à chier. Et aussi, il y a tout le truc avec l'entraîneur qui, malheureusement, est très malade mentalement, etc. Machin. Bon, et comme j'ai dit, niveau scénario, je suis un peu perdu. Niveau mise en scène, je trouve que il y a pas mal de plans qui sont sympas. On sent que, voilà, encore une fois, moi, il me semble que c'est un réalisateur qui a un peu de talent, etc. Mais en termes de thématique, de manière générale, en fait, ça fait assez brouillon, quoi. Et j'étais très déçu parce que l'acteur principal, merde, j'ai plus son nom. Pierre Francesco Favino. Ok. Et il était déjà dans Dernière nuit à Milan, et on le voit dans pas mal de films italiens. Et c'est toujours très bon. Malheureusement, le vivier d'acteurs italiens est pas énorme. Du coup, en gros, on voit que ce gars-là, tu vois. C'est un peu notre jour du jardin, si vous voulez. Ou même Pierre Ninet, genre lui, on le voit vraiment tout le temps. Et même lui, je le trouve pas excellent. En fait, c'est un jeu qui est très premier degré, qui manque vachement de finesse, selon moi. Et où je suis toujours un peu déçu, quoi. Et il y a plein de moments où on tombe dans le cliché. Tu vois, le dernier plan du film, je m'y attends tellement. Je sais pas ce que t'en penses, mais je suis hyper déçu. Et puis surtout, le plus gros point faible de ce film, c'est que putain, les matchs de tennis, ils sont filmés vraiment à la truelle, quoi. Moi, dès que t'as vu Challengers, où t'avais vraiment un parti pris qui était sur la mise en scène du match de tennis. Oui. Après, c'est vrai que Challenger jouait beaucoup plus sur le fait qu'il y avait un match de tennis qui jouait, puis il y avait aussi cette opposition, la tension entre les deux protagonistes. Là, c'est vraiment moins le coup. Je pense que c'est moins un film de tennis que tout. Ouais, mais n'empêche que ça reste frustrant quand t'as un match de tennis. Bien sûr. En plus, prend la place. Bien sûr, j'étais ultra énervé de pas voir vraiment le terrain, de pas voir des échanges de balles intéressants. Ouais, c'est ça. Mais ou alors tu le montres pas du tout. C'est ça que je veux dire. Tu le montres pas du tout, et voilà, mais après, le gosse a perdu, il y a aussi ce parti pris aussi de dire que vu le gosse comment il joue, on va t'emmerder comme le gosse est en train de nous emmerder avec la place du ça serait beaucoup plus drôle parce qu'il montre un peu ça au début. Mais on l'a un peu. On l'a un peu, et sur ça, c'est le pas mal plan filmé, où il s'endort. Mais il y a des moments où le mec est vraiment, en fait, c'est filmé gros plan sur l'adversaire, gros plan sur le gosse. Hop, comme ça, et du coup tu vois rien, et je me dis ouais, mais là je peux pas savoir à quel point il joue, et des moments où son jeu
c'est l'enjeu. C'est l'enjeu du film. À un moment où le personnage, son coach lui dit non mais là il faut que t'attaques, il faut que tu montes sur le terrain, et c'est ce moment-là où niveau mise en scène, et ben on devrait pouvoir voir ce qu'il en fait de ses instructions. Et ben gros plan sur lui, mais je vois pas moi à ce moment-là, donc c'est hyper frustrant, et tu vois pas d'échange de balles, et moi je sais, je suis un menteur. Je pense, je suppute que s'ils le font pas, c'est qu'ils sont pas capables de faire des vrais échanges de tennis, et du coup ils peuvent pas vraiment montrer l'image d'ensemble, et ils ont pas les moyens pour faire comme dans Marty Supreme où en gros tu fais des matchs et tu recrées la balle en post-prod. Ah, c'est rien du tout en vrai de créer une balle de loin. Ouais, mais peut-être que pour des enfants ça demande vraiment quand même de faire des gestes très précis. Je sais pas, en tout cas je trouve que c'est extrêmement étonnant de pas montrer à un moment un match de tennis quand c'est complètement l'enjeu et que tu devrais pouvoir rendre le match complètement lisible pour le spectateur. Et surtout que t'as des moments où à un moment où l'entraîneur il s'endort, je me dis bah là tu dois montrer que c'est chiant en fait, genre tu dois montrer que le jeu, le type hop il envoie la balle en haut et tu vois la balle qui prend énormément de temps avant d'arriver, tu vois, et tu devrais te faire chier, et au final non. Donc non, extrêmement déçu. Je trouve que c'est un peu comme The Bride, un film que je trouve un peu raté, qui a des bonnes intentions. Je suis pas du tout énervé contre le film et tout, parce que je trouve que voilà, il y a des bonnes choses, mais voilà, c'est un film qui dit qu'en fait qu'il va parler de tennis, et en fait derrière il va parler de complètement autre chose. Et donc c'est un peu voilà, on sait pas sur quel pied danser quoi. Romain, toi, en tant que grand joueur de tennis, t'as évolué en professionnel. Ouais, juste une petite parenthèse, et je voudrais juste placer que je n'ai jamais joué au tennis, j'ai juste fait un match contre Romain et je l'ai battu. Voilà, je voulais juste dire ça. Enfin bon, ça Et il y a des rageux qui diront oui, il m'a laissé gagner et tout. Ce n'est pas le cas. En fait, j'ai mis un point d'anthologie. T'es jaloux du film en fait, parce que le projet Mbappé ça aurait dû être toi dans le tennis. Et je suis sûr que j'aurais été un crack. Tout a changé. Ce jour-là, il a vu la vraie lumière et c'est ça. La puissance qu'il avait. C'est quoi ton dernier classement là au tennis pour les gens, pour que ATP, j'étais 12e ATP, mais bon, c'est pas important. C'est pas important. Non, c'est pas important. Roland Garros, non, c'est pas important. Enfin bon. Ouais, alors moi je suis quand même un peu d'accord avec Lucas, parce que c'est vrai que le film réussit, je pense, la moitié de ses paris. On est vraiment sur un film qui au début moi m'avait pris. Je me suis dit ok, vachement intéressant de prendre ce truc-là du fameux projet Mbappé avec cet enfant qui a l'air d'être bon, mais qui est pas non plus dépeint comme un futur grand joueur. Il y a personne qui vient à ces matchs, il y a que quand son daron est fou que là il y a tous les gens qui se ramènent avec tout le gratin régional quoi, et qui derrière je me suis dit ok, ça peut être intéressant de voir l'évolution et tout si ça avance ailleurs. Et donc ce fameux Raoul là, qui devient son entraîneur, un mec complètement perdu, enfin tu le sens que en fait le film va prendre une autre tournure quand tu vois le personnage de l'entraîneur. Et je m'étais dit justement ok, où est-ce que ça va aller, ça m'intéressait. Et au fur et à mesure du film, je commence à comprendre où ça va. Donc toute cette histoire de la pression de la famille, le garçon qui en fait ne finit par mentir à ses parents pour pouvoir échapper à leur un peu aux griffes de son père. Ouais, et les rendre fiers aussi quoi, parce qu'il y a tellement d'enjeux qui sont placés sur lui que il veut pas les décevoir. Bah surtout que c'est surtout le fait qu'il ne faisait que gagner. Oui. Et puis il sacrifie un peu des économies quoi pour que le gosse il puisse jouer ses matchs, etc. Donc oui, il a échappé aux griffes de son père qui le force un peu à avoir une certaine manière de jouer. Justement, c'est ce qui va lui poser énormément de soucis sur la suite du film. Ce truc de ne jamais prendre de risques, qui ne fait jamais dépasser la ligne de fond de cours, et qui au final devient un véritable enjeu du film avec son entraîneur. Justement, lui demander de dépasser cette limite-là, de se surpasser pour prendre des risques et attaquer son adversaire et ne faire que défendre. Et c'est très frustrant, comme dit Lucas, dans les conditions du match de tennis qui sont pas très bien retranscrites, je trouve aussi. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir ce côté-là où c'est vrai que c'est des enfants qui jouent quand même relativement bien, mais tu sens qu'aussi que tout n'est pas maîtrisé, et t'as l'impression qu'il y a des cuts qui sont effectués juste pour cacher un peu la balle qui fait faute ou quoi. Et c'est vrai que ça ressort à pas mal de moments dans le film. Et donc au final, les matchs de tennis sont très très peu intéressants. Ouais, t'as l'impression qu'ils existent pas vraiment en vrai. Ouais, c'est ça. T'as l'impression que c'est un peu de l'imaginaire,
mais à la fois c'est pas filmé tel quel, donc ouais, c'est un peu chaud. Mais ce qui rattrape un peu derrière ça, c'est la relation que crée justement l'entraîneur et l'enfant, ce truc de ils échappent, enfin lui échappe à ses parents, et l'entraîneur peut renouer une sorte de lien avec le tennis qu'il a perdu depuis quelques années. Donc au fur et à mesure on comprendra que un lien un peu père-fils, quoi. Ouais, voilà, aussi un truc de cet ordre-là. Qui finit surtout sur une belle touche de. Moi, je trouve la relation, elle est quand même vachement belle, et ils jouent tous les deux très bien quand ils sont dans cette partie un peu drame qui est parfois un peu surappuyée. Je trouve, par exemple, là, quand ils refont un peu le terrain de tennis du camp de vacances, là, je trouve ça super mignon. On souffle, hein. Mais à la fin, quand ça commence à danser et tout, ça, c'est une scène qu'on a déjà vue. Ouais, tu reconstruis le terrain de même que tu reconstruis ta vie. Ouais, voilà. Tu restructures ton cerveau. Bon, ça, c'est marrant, c'est mignon, mais derrière, que ça soit encore surappuyé par cette scène de nuit. Voilà, moi je trouvais que leur relation au début était très bien, cette petite chambre d'hôtel là dans laquelle ils doivent dormir tous les deux, où t'as des moments intéressants, mais c'est vrai que le film fait une moitié de ce qu'il pourrait faire, et il s'arrête rapidement. Et moi je trouve aussi qu'il y a des manières de filmer aussi qui sont très cheloues. Genre moi j'aime pas du tout là les ralentis qu'il a fait. Là, franchement, mais ça, c'est la nouvelle vague italienne. Non, je rigole, mais. Non, mais je trouve ça horrible. C'est kitsch à la mort, et puis. Bah ouais, mais les derniers cinéastes italiens, ils sont un peu kitsch, en vrai. Ouais, mais Luca Guadagnino, Sorrentino, tu vois, ouais, mais ça pourrait être fait à des meilleurs moments. Ça pourrait être fait à des meilleurs moments, je trouve. Bah, Challenger, en vrai, c'est un film de tennis, il y a des ralentis kitsch, il y a de la musique. Oui, mais là, les moments, c'est super intéressant. Mais là, je trouve que c'est pas utilisé au bon endroit. Ça casse le rythme, du coup. Là, ouais, un peu, mais c'est surtout que, bon. Je trouve, il y a un ralenti à la fin, vers la fin du film, qui est chouette, je trouve. Mais voilà. C'est quoi déjà sur l'avant-dernier plan du film. Ah oui, quand le mec il se fait arrêter par la police. Ouais, mais enfin bon, pour cette fin, cette petite conclusion du film qui est pas très intéressante. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est un film à découvrir quand même, parce que moi je trouve que le jeu, c'est ce qui ressort le plus. Le jeu ? Ouais, le jeu d'acteur. Ouais. Entre les deux, cette relation qui se crée. Sinon, n'y allez pas. Si vous êtes fan de tennis et que vous pensez voir du tennis, passez votre tour. Il n'y a pas beaucoup de tennis. Bon, bah, c'était Il Maestro. Bah, on vous invite à vous faire votre propre avis en allant le voir en salle. Quant à nous, on passe au troisième film. Il s'agit de Scarlett et l'éternité. Je dois me venger. Sinon, ça ne s'arrêtera jamais. Scarlett, tu dois vivre. Scarlett et l'éternité, c'est le temps que dure le film. Il faut le savoir. C'est entre 1h30 et l'éternité, voilà, on sait à pas peu trop. près. Ça se situe entre là. Scarlett et l'éternité, nouveau film de Mamoru Hosoda. Scarlett, une princesse médiévale experte en combat à l'épée, se lance dans une périlleuse quête pour venger la mort de son père à travers le pays des morts. Waouh! Je vais commencer sur ce film. Aïe, quand il commence à. Ouh là là, ça va piquer. Attendez, je prends le popcorn. Ça va chauffer. Ça va chauffer, les gars. Préparez-vous. Je vais peut-être faire une petite parenthèse sur Mamoru Hosoda. Trigger warning. Ouais, c'est bon. Je vais peut-être faire une petite parenthèse sur Mamoru Hosoda, parce que je me dis peut-être pour les gens, enfin, peut-être les spectateurs, enfin, les auditeurs ne voient pas trop qui c'est, bien qu'il soit très connu, hein. Son film le plus célèbre, c'est Les Enfants Loups, que tout le monde a vu. Moi, je me rappelle, c'était en primaire, donc ça commence à dater. Ah oui, Les Enfants Loups et tout, super film. Ah, tu l'as pas vu? Si, c'est ouf. Si, Les Enfants Loups, Ami Yuki, bon, bref. Ah oui, c'est vrai que maintenant que tu le dis, j'avais juste pas le prénom. Et son dernier film, c'est Belle, sorti en 2021. Et le cinéma de Mamoru Hosoda, en général, c'est questionner l'humanité. Bah, les enfants loups, c'est ça. Hein. Qu'est-ce qui est humain? Et c'est un peu le cas aussi. A priori, c'est pas les loups. Tout en réadaptant des contes et des mythologies dans un contexte plus moderne. Bah, par exemple, je citais Belle, qui est une adaptation du conte donc de La Belle et la Bête. C'est ça, La Belle et la Bête. Ça existe ou pas? Oui. Ouais, La Belle et la Bête. Et dans un jeu vidéo, pour parler de cyberharcèlement, qui est du coup une idée assez chouette. Moi, je vous invite à voir Belle. De toute façon, moi, c'est un film que j'aime beaucoup. Et donc,
ça permet voilà de revisiter comme ça avec des anciens contes, avec des enjeux modernes et avec une animation qui t'en fout plein la gueule. Et je suis terriblement gêné par Scarlett parce que vous prenez tout ce que j'ai dit là et vous faites l'inverse. Et voilà, c'est ce film quoi. Et en plus, là où je suis encore plus gêné, c'est que j'ai un peu bataillé entre guillemets pour ce film, mais non, on a tous voté, on avait tous. Non, voté. Romain, il a pas voté, mais je me rappelle par message, je vous disais, la semaine prochaine il y a le Mamoru Soda, ça va être génial, et en fait ça me fait le même sentiment que genre je présente ma meuf à mes potes et je leur dis, vous allez voir, elle est trop forte. Vous allez voir, elle est trop forte, elle est féministe, elle fait des maracas, et en fait, c'est Alice Cordier. Genre, elle est facho. C'est le même sentiment. Elle fait des maracas. C'est vrai qu'elle fait des maracas. Stylé. Plus que détester le film, je suis dans une forme d'incompréhension parce que c'est un réalisateur que j'aime bien, et là, on est sur un ratage en beauté comme on en fait rarement. Et c'est peut-être ça, du coup, la vraie force du film, c'est dans ce ratage-là, il est extraordinaire. Et donc, pour parler un peu plus du film, donc le film va réadapter Hamlet. Je l'ai compris parce que son père s'appelle Hamlet. Voilà, on arrive sur un... Mais c'est pas écrit pareil. On est mauvaise langue. On est mauvaise ça langue. se trouve c'est pas ça. D'ailleurs, je suis étonné qu'au royaume du Danemark en 1620, tout le monde parle japonais. Bon, genre voilà. Choc barre de BD. J'étais pas au courant. Putain, waouh. Et alors, le concept du film, c'est donc comme je disais, il y a le monde des morts. Donc en fait, c'est le pitch de base. Scarlett, elle va mourir au début du film, elle va se retrouver dans le monde des morts et elle va vouloir venger la mort de son père, donc ceux qui ont tué son père à travers le monde des morts, parce que subtilité, quand t'arrives dans le monde des morts, tu peux encore mourir et cette fois-ci aller dans le néant et disparaître à jamais. Et ça, j'ai un vrai problème sur ce concept-là, ce monde des morts. En fait, il ne sert à rien. En gros, quand tu meurs dans la vraie vie, pourquoi aller dans le monde des morts si tu vas pas mourir? Quand tu meurs dans la vraie vie, tu atterris dans le monde des morts. Et tu peux remourir, et en fait, c'est les mêmes conditions que le monde des vivants, c'est juste que c'est le désert, quoi. C'est moins bien. C'est moins bien. Sachant que déjà, moins de fun, la vie était pas facile. C'est pareil, mais c'est moins fun. Et quand il meurt, c'est encore plus difficile. Du coup, tu te dis, en vrai, les gars, en vrai, mourir, je pense que du coup, si son père il est mort, il est dans le monde des morts ou il est dans le monde du néant? Non, lui, il est néant. Parce que du coup, dans le monde des morts, il a été tué par celui qui... Et du coup, il s'est fait tuer 2 fois par celui... Putain, relou. Et les 2 fois, il l'a pas vu venir. Donc c'est dingue. Après, c'était pas le plus futable, net. Hein. Oui, c'est évidemment. Mais ouais, du coup, ce monde des morts, je comprends pas trop. Comme tu disais, je me demande pourquoi on fait pas ça juste dans le monde des vivants, du coup. Pourquoi rajouter cette cette dimension parallèle. Et surtout, en fait, ça permet que l'un des personnages principaux est un infirmier des temps modernes, de notre temps à nous, et en fait ce monde des morts, ça va réunir tous les gens qui sont morts à travers les différentes époques, dont ce gars-là, et le film proposait ce pari d'être un vrai choc des cultures, choc des époques, mais en fait ça ne l'est jamais, t'as des gens de toutes les époques, mais ils parlent tous japonais, ils sont tous habillés pareil, donc je me dis en fait c'est vraiment juste le royaume de Danemark de 1620 que je vois réadapté dans le monde des morts. Et même ce qui est marrant, c'est que Scarlett va mourir et elle va vouloir venger la mort de son père, et bizarrement tous les gens qui ont tué son père se retrouvent dans ce monde des morts, et même carrément tout le royaume. Et je me dis mais attends, mais quand Scarlett est morte, tout le monde est mort en même temps, je comprends pas. Et du coup il y a plein de trucs illogiques en fait avec cet univers qu'on me présente. Ouais, en fait ils te disent que du coup ça mélange toutes les temporalités. Ok, donc là, tu pourrais accepter que potentiellement tout le monde soit mort après, quoi. Oui, c'est ça. Mais c'est pas le cas parce qu'il y a pas tout le monde. Parce qu'on attend des gens qui sont encore en vie. Mais si eux, ils sont encore en vie... Attendez, il y a un truc qui va pas. C'est ça, vraiment. On attend des gens qui... Enfin, il y a des gens qu'on attend qui meurent pour les retrouver. Et donc tu te dis, mais gros, genre, je sais pas où on en est là. Il y a un infirmier qui est mort 500 ans plus tard. Donc là, ta meuf, là, je crois que... Et ouais, du coup, ça me pose vraiment problème. Et puis même, il y a plein de moments où, c'est genre, le film me perd. Genre, il y a un moment, par exemple, je me permets de spoiler une scène importante. Non. Mais à un moment, Scarlett regarde le feu et il y a une petite musique. Et là, pris d'un vertige interstellaire, elle traverse les dimensions et les époques pour se retrouver à notre époque à nous, dans une rue en Chine, où elle va se mettre à danser avec tous les habitants en mode La La Land, avant de revenir dans le monde des morts et tomber amoureux de l'infirmier. Et je me dis, mais attends, mais à quoi, pardon, pouce, à quoi ça sert? Genre vraiment, cet instant La La Land, là vraiment. C'est une meuf. Et lui, c'est un mec. Du coup, ils tombent forcément amoureux et ouais. Et la force de Mamoru Hosoda, initialement, c'était de faire passer toutes les émotions par la musique et l'animation.
Et là, en fait, c'est hyper bavard. Et le film va tout le temps m'expliquer ce que je vois à l'écran. Et on pourrait me dire, non mais Elliot, t'es mauvaise langue, le film c'est pour les enfants, il faut leur expliquer. Le film est interdit au moins de 12 ans. Donc c'est vraiment juste le film qui me prend pour un nigo. T'as dit quoi? Le film il est interdit au moins de 12 ans, c'est ça? Ouais. Ok. Il y a une sous-intrigue pendant 20 minutes où on va se demander quels ont été les derniers mots du père avant de mourir. Je spoil, c'est pardonne. Et là, pendant 20 minutes, je rigole pas, ils vont être là à se poser action. Mais Non, t'exagères, mais non, mais sur c'est le une temps. intrigue qui revient pendant 20 minutes dans le film, quoi. Oui. Pas la scène en elle-même, mais cette intrigue où vraiment ils vont se dire, mais pardonne à qui? Est-ce que c'est Mais je suis pardonner d'accord. au peuple? Et je crois qu'on a fait la même tête à ce moment-là. Et moi, alors c'est évident. Et quand ils trouvent la réponse, tu fais non mais vraiment. Et ils te le montrent comme la c'est- révélation, le oui, c'est climax. Mais on avait compris premièrement, je veux dire, quand il l'a dit, on a tout de suite capté dans ce qu'il voulait dire par là. Alors je comprends pas pourquoi ils sont teuteux les types. Et même si l'animation est très belle, et effectivement, si vous cherchez des beaux fonds d'écran pour vos ordi, alors là c'est parfait. Vous faites pause à n'importe quel moment, c'est nickel. Non mais c'est un peu plus que ça quand même, faut pas. non, tu c'est vois. que ça, c'est que Non, ça. faut pas Voilà. être Et mauvaise moi j'ai langue déjà un non fond plus. d'écran sur mon ordi, donc j'en ai pas Non, besoin c'est de pas ce film. juste beau, débile, fond d'écran. C'est il y a un vrai sens de l'artisanat et de l'animation qui est cool quand même, qui est appréciable, qui est au-dessus de la moyenne de ce qu'on a l'habitude de voir quand même dans nos salles, il me semble. Hein. T'es dur. C'était aussi sa force, hein, de créer des univers. Et là, mais vraiment, c'est juste un désert, quoi. Donc c'est de la feignantise. Non, mais après le décor, c'est pas, il choisit pas le décor par fainéantise. En tout cas, ça, on n'en sait rien. Un peu, quand même. Juste, tu peux dire oui, si tu veux recréer un monde de l'entre-deux, entre l'enfer et le monde des vivants, oui, le retranscrire par un désert, ça peut être quelque chose d'intéressant. Après, là, le désert, il pose plein de questions. Du coup, il y a un moment où on voit des gens qui sont en train de manger, en train d'échanger, de faire du commerce, etc. Et je me dis, ok, d'accord. Il y a un qui pousse là dans votre truc là. Sachant que en fait, la première vision du désert, qui est l'une des premières scènes, c'est Scarlett qui marche pendant des jours dans Oui. ce monde des morts, et là elle trouve une flaque d'eau boueuse et elle va boire dedans, et tu comprends que en fait il y a pas d'eau dans C'est ce ça. monde, et du coup la survie est hyper difficile. Et là tu tombes sur un clan qui a tout, voilà, C'est ils ça. ont des, Oui, des trop fruits, des bizarre, ce groseilles. moment. et tu te dis, ok, mais alors, est-ce que vous avez déjà besoin de manger, de boire? Ça, c'est pas explicite. Hein. J'ai l'impression que qu'ils ont pas forcément besoin de faire les deux ou quoi. Mais Ah ouais, ok. ouais, que en gros, on nous explique qu'une fois qu'ils ont plus de force, ils sont réduits à néant, quoi. Mais Ouais. bon, c'est pas évident. Il y a un personnage, lui, qui se laisse mourir à petit feu, mais tu te dis, pourquoi tu te laisses mourir alors que t'es déjà mort? En fait, il y a tout. Rien n'a de sens. Tu te dis, est-ce que jusqu'où votre truc est pensé, quoi? Parce qu'il y a plein de trucs qui vont pas. Pour pas tout paraphraser ce que t'as dit, moi je vais plutôt revenir déjà sur le fond, le message derrière qui est une histoire de vengeance, tu vois. Et moi je suis toujours les histoires de vengeance, c'est des trucs que j'aime bien. Il y a beaucoup de films de vengeance que j'adore, tu vois, All Boy, etc. Mais des jeux, The Last of Us, etc. Et je trouve ça intéressant quand on va jusqu'au bout, tu vois. All Boy, c'est intéressant parce que ceux qui l'ont vu savent. On va jusqu'au bout de la démarche, hein, n'est-ce pas? On va, enfin, bon, bon, bref. Et là, t'as vraiment ce truc de, ok, donc là, c'est l'histoire d'une meuf qui veut se venger, la mort de son père, etc. C'est dramatique. Et moi, il y a des moments où je me dis, c'est pas possible. Il y a un moment où elle épargne son, je suis désolé, on spoil tout là. Allez, Non, attention. mais elle épargne. Non, mais elle va épargner un personnage. Et voilà, je ne te tuerai pas parce que je ne te pardonne pas non plus, mais moi il faut que je me pardonne à moi-même, vous voyez, ce genre de choses. Et ce personnage va finir tué, électrocuté par un dragon volant. Et donc ça, déjà tu le vois venir. Et ensuite, il faut arrêter de faire ça, parce que ce n'est pas parce que elle le tue pas, si le mec meurt derrière, en fait ça a pas de sens. Le film en tant que tel, lui il va pas jusqu'au bout de sa démarche et de dire il faut pardonner aux méchants garçons, etc. Et t'as un message qui est hyper simpliste, oui effectivement, c'est moins de 12 ans, mais c'est orienté vers les gosses de 6 ans en fait, c'est vraiment Oui. c'est hyper manichéen, je trouve ça vraiment ouais, sachant que le film donc sort, parce que comme je disais, c'est toujours dans des contextes actuels pour questionner des enjeux modernes, et là c'est vis-à-vis de la guerre, et vraiment, mais je rigole pas, c'est le message du film à la fin, et elle le dit littéralement, c'est faites pas la guerre, faites la paix. Et je me dis, mais non, mais c'est ça.
J'ai pas Il y 5 a un ans, di- quoi. On il y a est un tous di- copains. Il y a un discours de fin qui est absolument, mais qui est horrible, et comme si t'avais deux possibilités, comme si t'avais un personnage qui faisait tout mal parce que lui, ce qu'il veut, c'est la guerre, etc. Mais t'as jamais de pourquoi, en fait, je veux le pouvoir, etc., machin, ok, classique. Et de l'autre côté, le roi qui est bon, qui donne, etc. Et lui, juste, encore une fois, on te montre un roi qui lui est très riche, etc., machin. Par contre, lui, c'est le gentil, Ouais, c'est qui hyper donne tout à son manichéen, ouais. peuple. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre les deux pour que le peuple d'un côté il soit heureux et l'autre malheureux? Enfin bref, vous voyez que c'est des questions qui sont un peu plus complexes parce que cette version-là de l'histoire, on l'a eu 1000 fois, tu vois. Et ce qui est étonnant, c'est quand tu lis du Shakespeare, pardon, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc je me dis à quel point, en fait, là, on a eu Hamlet et tout avant, et je me dis c'est trop cool de faire des adaptations de Shakespeare, c'est intéressant, et même de montrer ces histoires aux nouvelles générations, et puis tout le monde, c'est des scénarios qui se répètent, qui sont intéressants. En revanche, là, j'ai peur qu'on simplifie l'histoire au fur et à mesure pour complètement la dépouiller de son intention première, tu vois. Et parce que c'est pas ça que je revois dans Hamlet. Donc voilà, je suis hyper déçu, et puis accessoirement c'est extrêmement chiant. Et là le délire de vengeance où en fait un infirmier qui va dire mais non mais il ne faut pas tuer, etc. Moi je suis là, frérot, ils sont déjà tous morts. Non. Là tu leur rends service parce qu'en plus ils passent un sale moment, donc vraiment je pense que là tu peux y aller. Au final l'infirmier qui dit tuez pas, bon à un moment on va peut-être se laisser, on va peut-être tuer quelqu'un. À des kills, on a le droit à des Non, quelques kills. on a le droit à quelques takes. Et c'est hyper chiant parce que ce truc de vengeance, moi, les trucs que j'aime bien dans The Last of Us, par exemple, c'est que tu vas jusqu'au bout, tu vois. Tu butes tout le monde. Et à la fin, tu vois ce qui se passe, tu vois. Et là, t'as le personnage, moi je suis hyper frustré, donc elle va taper des gens, et là aussi tu dis hyper facilement, avec juste elle va pas retirer l'épée de son fourreau. Je me dis mais non, mais moi je veux voir des têtes tomber, je veux voir, tu vois, je veux que t'ailles à fond dans ton truc, parce que si t'y vas pas à fond, je peux pas croire à ta rédemption derrière. Ouais. Parce que là, pour moi, t'as rien fait de mal. T'as tout le temps été gentil. T'as tout le temps été gentil, tu vois, c'est ça. Et ouais, même sur le questionnement dont tu parlais, la vengeance, avec le dragon volant qui électrocute un méchant, en fait, du coup, c'est facile de pardonner. C'est ça. Quand le gars, en fait, il meurt et que c'est pas de ta faute. Et du coup, Mais c'est ça. t'as pas à vivre avec c'est ce pas moi. choix. Oui, voilà. Moi, c'est pas moi. Bouge pas touché. Je suis perché. C'est Dragon Volant, c'est lui qui décide. Dragon volant, ça c'est aussi Deus Ex Machina, où quand il y a besoin d'aide, le dragon volant il est là. C'est bien pratique. Ça prétend à une certaine ouverture d'esprit, quand toi derrière, dans la façon de faire ton film et de raconter cette histoire, tu n'en as aucune. Ouais, vraiment. Donc c'est but contre son camp pour moi. Ouais. Scarlett, en tout cas, on vous invite à vous faire votre propre avis en salle. Et si vous avez aimé le film, notamment, n'hésitez pas à nous dire pourquoi, parce que je serais très étonné. Et on vous croira pas, je pense. Quant à nous, on arrive à la fin de cet épisode. Non. Mais avant de se quitter, on peut se faire un petit tour des recommandations, comme chaque semaine. Si on a aimé des choses, on peut en parler. Écoutez, moi, rapidement, je peux vous conseiller un petit bouquin d'un mec pas trop connu, qui s'appelle Maupassant. Je connais pas. Et non, je lis en ce moment un livre de lui qui est assez court, qui s'appelle Pierre et Jean, et c'est une histoire toujours très intéressante, je trouve. Ce qu'il écrit, c'est toujours très dramatique. Et en gros, donc c'est deux frères qui sont très jaloux l'un de l'autre, et un jour il y en a un qui va recevoir un héritage d'un ami de ses parents. Et il y a que un des frères qui va recevoir l'héritage, et toute la question ça va être mais pourquoi il y en a que un des deux qui reçoit l'héritage? Et il y a effectivement une histoire de jalousie entre les deux. C'est vraiment très très cool, c'est passionnant, et c'est toujours des classiques dont on entend un peu moins parler peut-être que d'autres. Donc voilà, très bien. Ok. Romain, toi, t'as quelque chose? Moi, j'ai une petite vidéo reportage d'un compte que je suis depuis pas mal de temps maintenant, qui s'appelle Gaspard G. Ouais. Si vous connaissez. Ouais, qui parle de l'Amérique qui devient une oligarchie. Donc de tous les milliardaires qui se rangent du côté de Trump. Qui est déjà... qui est maintenant une oligarchie, mais tous les milliardaires qui se rangent du côté de Trump et de son administration. Donc voilà, c'est très intéressant de repartir sur ça et d'expliquer en fait ce qu'est une oligarchie. Allez voir cette vidéo qui dure 20 minutes. Ok. Moi j'ai une petite vidéo de 8 minutes, c'est pourquoi The Office est plus qu'une comédie. Alors ouais, c'est pas vachement... venir celle-là. Je remets une pièce dans la machine comme ça, allez voir la vidéo sur YouTube. Moi j'ai rattrapé un des films de Nolan qui me manquait, qui est Insomnia. Si jamais vous l'avez pas vu, c'est très chouette. Son Insomnia. premier, ouais. Non, c'est pas son Son premier. film.
Non, il avait déjà fait Memento avant. Oui, il a Non. fait Memento avant. Si. ouais. Mais J'ai Memento, jamais fait. c'est après. Mais Non, c'est Memento avant. c'est 2000. Insomnia c'est 2002. Ouais. Et du coup, si vous aimez bien tous les films de Dolan des années 2000, bah là, c'est vraiment tout son cinéma va s'incarner là-dedans. Genre, vous voyez, si vous regardez par exemple The Dark Knight et enfin toute la trilogie Batman, bah toute la trilogie Batman est dans ce film, donc c'est vraiment très chouette. Et cette fois-ci, c'est vraiment la fin de l'épisode. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout pour ceux qui sont arrivés jusqu'au bout. Et, et rendez-vous la semaine prochaine pour plus de ciné. Et bisous tout le monde. À chaque fois, je soigne très bien mes intros, mais jamais mes outros. Faudrait qu'on Ouais. Bah, trouve un truc Ouais, un truc pour qui reste cette quoi. La bise. C'est nul, la bise.